La littérature ne consiste pas à exprimer des sentiments personnels, mais à faire sentir ce qu'on n'a pas. Mais en vérité, la question qui se pose ici, qu'est-ce qu'on n'a pas? Peut-être l'amour dans tous les sens. C'est dans ces circonstances que Platon définit l'amour comme les désirs. Et les désirs en son tour, c'est comme les manques. On désire ce qu'on n'a pas. C'est pratique. Notre invité d'aujourd'hui est un jeune écrivain béninois, étudiant en Russie, qui fait son entrée dans le cercle des écrivains en déposant sa voix sur la scène. Écrit son premier roman intitulé en langue russe Lubov Vavrimia Vaini, qui veut dire en français l'amour en temps de guerre. Chers téléspectateurs de la télévision Nujum, bienvenue dans ce nouvel entretien. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour Monsieur le Merci d'avoir journaliste. accepté notre invitation. Le plaisir partagé. Alors avant de parler de votre œuvre, on va un peu parler de vous. Quel est votre parcours scolaire? Et bonsoir à tous, et chers téléspectateurs et Monsieur le journaliste. Et avant tout propos, j'aimerais remercier tout et chacun de vous, tous ceux qui nous suivent à différentes positions, et tous les leaders et dirigeants de cette magnifique chaîne nommée Al Nujum. Et merci à vous pour ce travail de labeur parce que c'est grâce à ce travail que nous sommes ici aujourd'hui, que cet événement ait lieu. Donc, merci à vous et merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Le partager, merci. Je tiens aussi à remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé dans ce parcours parce que ce n'est jamais facile. On dit qu'on ne peut jamais faire quelque chose seul. Mais quand on va en équipe, on le fait encore plus mieux. Je m'en vais adresser mes sincères remerciements à monsieur le leader coach Aden Léon, qui est le président de l'académie Capcode, la meilleure école digitale par qui j'ai eu à acquérir toutes ces compétences. Et après cela, je tiens aussi à dédier mes sincères remerciements à mes chers collaborateurs avec qui nous avons fondé l'académie Aden, qui nous sommes trois. ADEN qui veut signifier Alliance des experts du numérique et qui regroupe trois jeunes dont j'en fais partie, qui sont vraiment déterminés à booster le monde digital. Et moi, je suis dans le domaine du graphisme mobile, de l'intelligence artificielle et du montage vidéo. Et la deuxième personne, son excellence, le leader Semperegi Laris, lui, il est un trader et il intervient dans le trading et stratège dans les marchés boursiers et économiques. Et la troisième personne qui intervient dans l'informatique et dans la programmation, le leader est Ayolo Farid. Donc, à différentes positions où ils sont, je leur dédie ces remerciements parce que même de loin, nous travaillons ensemble en symbiose pour pouvoir booster les choses, pour pouvoir faire décoller les choses. Je me nomme Aketekpe Philippe et je suis béninois. Je viens du Bénin, je vis actuellement en Russie. Et mon parcours scolaire, je l'ai fait comme tout le monde, et de façon standard. Mais après l'obtention du BEPC, j'étais obligé, pas obligé, j'ai eu l'opportunité de faire une formation professionnelle. Et formation professionnelle en quoi? En agronomie, dans l'agriculture, où j'ai fait la production végétale. Donc, j'ai eu un diplôme d'études d'agriculture tropicale dans le domaine agricole. Mais ça ne m'empêche pas de faire mes activités numériques. Donc, je suis entrepreneur numérique dans ces différents métiers digitales que je viens de citer, comme le montage vidéo, par le biais de l'entreprise ADEN que nous formons. Donc, c'est un peu cela. Vu que nous sommes au 21e siècle et qui parle de 21e siècle, parle de l'aide digitale, donc nous explorons aussi grâce à cette entreprise à étendre nos forces pour aider les jeunes à se développer dans ces différents métiers-là, où nous avons formé déjà plusieurs jeunes d'ailleurs. D'accord. Alors Monsieur Philippe, pourquoi avoir eu l'envie d'écrire ces livres, L'amour en temps de guerre? D'abord, écrire un livre, c'est pas facile, comme on le dit, mais cette envie m'est parvenue grâce à deux aspects que je vais développer très rapidement. Nous voyons ici, arrivé en Russie, en Afrique, nous ne valorisons pas trop les histoires. Et pas pour blâmer l'Afrique, non, mais juste pour dire que en Europe, ici chez les Blancs, précisément en Russie, et depuis que je suis ici, je vois qu'on valorise plus les histoires, surtout encore que si je vais dans la branche
de la Seconde Guerre mondiale, que nous avons eu à entendre parler dans nos différentes écoles au pays, en Afrique, dans les histoires et autres, bien vrai, nous apprenons cela, mais nous ne prenons pas très ça au sérieux. Parce que, oui, parce que en réalité, on prend ça pour les points. On garde ce qu'il faut garder, on prend le reste pour les points. Mais vous êtes dans une ville ou dans un pays où le truc s'est réellement passé. Quand vous dites un truc, vous faites allusion à quoi? En Russie, vous êtes en Russie où le truc s'est réellement passé, c'est-à-dire cette guerre-là, cette seconde guerre mondiale s'est réellement passée. Et dans cette guerre, plusieurs personnes ont été, et, comment on appelle, ont disparu, les armes aux mains, mais ils ont eu la victoire. Maintenant, pour commémoriser cette victoire-là, nous devons faire vraiment, ils font hommage à tous ces battants, ces vaillants battants qui sont tombés lors de la bataille. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs fêtes, souvent même ici en Russie, pour commémorer cette joie-là, cette unité-là. Et ici, comme on valorise les histoires, nous avons eu l'opportunité de visiter beaucoup de musées, de visiter beaucoup des archives de ces histoires-là, et c'est vraiment très instructif. Et on soit encore plus rentré en profondeur que ce que nous connaissons et de chez nous. Après cela, le deuxième aspect que j'aimerais mettre à votre disposition, c'est l'importance de l'amour. L'amour, en Afrique, chez nous, ça ne se vit pas, ça ne se sent pas réellement comme le vrai amour. Parce que le vrai amour est différent de l'amour simple que nous prenons à la légère. L'amour, en Afrique, l'amour, les gens le façonnent comme ils veulent à leur image. En réalité, l'amour a une procédure. Pour vous, l'amour n'est pas typiquement africain. Non. Elle est européenne, oui, il est européen. Non, je ne veux pas dire que l'amour est européen, mais en réalité, l'amour a ses principes, en réalité, a ses procédures pour avoir le véritable amour. C'est pourquoi vous allez voir en Afrique, il y a plusieurs mariages, des mariages et autres qui ne donnent pas, qui ne durent pas et autres. Parce que le véritable amour peut ne pas être respecté, juste l'amour et autres. Mais en Europe ici, je prends un exemple. Ils essaient au moins, même si c'est pas la totalité, le respect de la totalité des procédures pour le vrai amour, au moins ils font le maximum. Par exemple, ici, tu offres, ici tu ne veux pas être amoureux ou être avec ta conjointe et ne pas leur offrir une fleur. Parce que ici, la fleur est plus symbolique pour l'amour. Et les filles aiment trop ça. Elles apprécient très ça. Parce que c'est vraiment sincère. On voit que ça vient du cœur. Et elles peuvent prendre plusieurs fleurs dans la journée pour cela. Mais allez, par exemple, en Afrique ou bien chez nous, la fleur ne symbolise. Vous offrez une fleur à une fille, par exemple. Si ce n'est pas le jour de Saint-Valentin que les gens offrent souvent les fleurs, à part ça, tu ne vois pas, les gens n'aiment pas trop les fleurs. C'est pourquoi je dis ici, par exemple, que l'amour est plus valorisé. L'histoire est plus valorisée, l'amour est plus valorisé. Voilà mes deux aspects. Maintenant, quand je regarde ces deux choses qui sont plus valorisées, je me dis, OK, j'ai eu les histoires de ce pays. Je vois comment les choses se passent ici, comment les gens préservent bien leur amour. Je me pose la question maintenant, comment est-ce que cet amour qui est inébranlable de nos jours ici, c'était comme ça aussi lors de cette guerre-là? Parce que nous savons que la guerre n'est pas facile. Ce sont des périodes difficiles, ce sont des périodes sombres de la vie. Mais je me demande, est-ce que cet amour-là vivait aussi pareillement en ce temps-là? Ou bien c'est parce que tout est calme maintenant, tout est beau, que cet amour-là rayonne? Voilà, là, mon idée a été, comment on appelle, le début de mon idée. Et vous savez qu'un entrepreneur, par exemple, c'est quelqu'un qui identifie un problème et essaie de trouver une solution vraiment pragmatique pour corriger ce problème ou résoudre ce problème-là. Et là, voilà une préoccupation, une problématique que je viens de créer. Donc, à moi de trouver, par exemple, de trouver des astuces, des réponses favorables à cette hypothèse que j'ai faite là. Et là, a commencé mes différentes recherches par des souvenirs historiques, par des témoignages des familles, par des visites à la bibliothèque, par des archives laissées, pour en arriver à l'amour en temps de guerre. Oui, le titre même du document. Pour expliquer comment l'amour que nous voyons de nos jours ici en Russie vivait aussi pareillement au temps de la guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, en 1841.
Ça vivait, et comment on appelle, exactement comme cela, et même encore plus pire. Parce que là, c'était encore plus valorisé. Parce que dans les situations entre les couples et autres, malgré que le monsieur sort de la maison, il va au front de guerre pour combattre pour la patrie, pour essayer de sauver la patrie. La dame ne sait pas. Ça peut être leur dernier jour, ça peut être leur dernière rencontre, ça peut être leur dernière phrase. Mais pourtant, l'amour était encore si fort. Les gens espéraient. Ils s'écrivaient des lettres. Chaque sortie, pour eux, c'est un signe d'adieu. C'est un signe d'adieu, mais pourtant, l'amour était inébranlable. L'amour n'a pas cessé, la flamme de cet amour-là n'a pas cessé de toujours flamboyer parmi eux. Donc, c'était un peu ça mes recherches. Et dans cette optique-là, j'ai sorti le livre L'amour en temps de guerre pour expliquer les différentes facettes de cet amour inébranlable au temps de la guerre coloniale. D'accord. Et bien justement, il y a un personnage féminin dans les livres, Sophia, à qui vous faites référence dans les différentes rencontres. Alors, qui est-elle, la fameuse Sophia? En effet. Et Sophia, je l'ai vraiment personnellement appréciée parce que Sophia est une femme très battante d'ailleurs, comme les jeunes femmes, que par cette occasion, je salue ces belles dames qui essaient de se sentir aimées, essaient de sauver leur couple, essaient de sauver leur amour, essaient, quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les problématiques qu'ils rencontrent, essaient de vraiment préserver cet amour-là et la rendre encore plus florissante. Sophia était une femme très forte qui s'est engagée avec son amoureux qui est Alexei. Et cet Alexei était un des commandants de cette guerre coloniale qui allait, ils allaient, ils revenaient, ils se blessaient. Sophia les soignait parce que Sophia était médecine. Elle était médecin, donc elle les soignait et autres. Mais avec ça, ils savaient que leur amour, ils ne connaissent pas le futur. Donc, c'est de vivre le présent correctement. Mais pourtant, ils savaient que leur amour était vraiment très bon, très proche, très, comment on appelle, convaincant, qu'ils ne pouvaient pas se laisser. Malgré les préoccupations de décor. Malgré les préoccupations, ils se sont aimés. Donc, c'est un peu ça comment ils ont préservé leur amour. Mais comme en russe, on le dit, dommage pour elle. Et son charmant amoureux a été tué lors d'un sauvetage. Il a sauvé un de ses coéquipiers dans un char où ça a explosé. Donc, son mari était mort, mais il a appris quelques mois après. Mais elle a gardé le dernier, ce que j'ai encore aimé chez cette jeune dame, elle a gardé la dernière lettre plutôt de ce dernier, jusqu'à ce que, de son mari, de son défunt mari, et ne l'a pas oublié, a toujours préservé cet amour-là. Donc, après quelques années, elle a senti du vide en elle, elle était obligée de s'engager, et elle a eu une fille. Mais elle a dit toujours à ce nouveau prétendant que elle aimait quelqu'un, mais que cet amour-là est inébranlable et que c'est jusqu'à l'univers, qu'elle ne peut pas oublier ce gars-là, cette personne-là. Et elle a vraiment gardé, elle a gardé cette lettre-là. Et sa fille a pu, après... Sophia a une fille. Oui, Sophia a une fille. Et après des années, après la mort de cette jeune dame, Sophia, elle n'a pas montré la lettre à la fille. Elle avait gardé ça dans l'une de ses vieilles valises. Après 44 ans, oui, si je ne me trompe pas, après 44 ans, sa fille fouillait des archives et elle a vu la lettre de ce que la dernière lettre qu'Alexis avait envoyée. Écrite par son père. Oui. Pas par son père. Voilà. C'est pas son père. Son père est le nouveau mari de Sophia. Donc, c'est pas. Elle a vu la lettre qui était avec qui sa mère sortait. Donc la fille. La fille n'est pas d'Alexei. D'accord. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Et le livre est en langue russe. Comment vous exposez à traduire ce livre en langue russe? Et comment le trouve-t-on pour ceux qui voudraient l'avoir? Oui, d'abord, le livre, c'est un roman vraiment très passionnant parce que ça s'accentue sur des histoires vraies. Et c'est pourquoi les sources ont été bien vérifiées, les arguments ont été bien vérifiés, les exemples ont été bien vérifiés avant de les mettre dans le livre. Donc, le livre est en langue russe
parce que le public où nous sommes d'abord, c'est un public russe. Donc, eux, ils accueillent ça facilement. Après cela, nous travaillons déjà avec la cellule de la maison d'édition et la version française aussi sortira bientôt et ça sera disponible sur les différents sites de vente de livres comme Amazon et autres. Pour le moment, le livre est disponible en version physique et en version numérique, écrit et audio, mais en langue russe, sur la plateforme Litres, qui est un site de vente de livres de la communauté russe. D'accord. Donc alors, Monsieur Philippe, si vous avez un conseil pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture d'un roman, ça serait quoi? Et c'est de commencer parce que ce n'est jamais facile. Et comme on le dit, écrire un livre, ce n'est jamais facile. Les idées et autres, ce n'est pas facile. Une chose est de trouver l'idée, mais une chose est de planifier la réalisation et maintenant la sortie du livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence quelque chose, on ne le regrette pas. Comme on le dit toujours dans notre jargon africain, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, quand tu commences par écrire le premier T ou la première lettre du thème de ton livre, les idées ne viennent pas. Non, quand tu commences par écrire la première lettre du thème de ton livre, je crois que la dernière lettre du remerciement de ton livre ne va pas durer. C'est pour dire que quand tu commences en même temps, au fur et à mesure que tu évolues, il y aura une grande porte qui s'ouvre, tu trouveras des sources d'inspiration pour agrandir, pour essayer de mettre ce qu'il faut dans ton livre pour que ça puisse sortir le plus vite possible. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, pour les étudiants en Russie, ce livre est actuellement disponible dans les différents lieux. On va mettre le numéro en bas pour les commandes. Quant à moi, on se retrouve très vite.